Le Péloponnèse, la région de Grèce la plus dévastée par les incendies du mois d'août. Perché sur les collines, Phryxa, un village à 25 km du site antique d'Olympie. Il y a 10 jours, une immense vague de feu a traversé le village. Dans le village, 10 habitants qui avaient refusé de quitter leur maison se sont réfugiés sur ce qu'ils croyaient être le seul endroit sûr, le terrain de basket. Mais très vite, le feu les a encerclés. Pendant un interminable quart d'heure, ils sont restés prisonniers des flammes. Arrosez, vers nous, vers nous! On est en train de brûler, de brûler! Une équipe de la télévision grecque était sur place. Nous sommes complètement encerclés par les flammes. Nous avons du mal à respirer. Les flammes nous menacent. Elles avancent vers le terrain de basket. Nous avons retrouvé les acteurs de ce drame pour tenter de comprendre. Pourquoi les villageois ont-ils refusé l'évacuation? Comment se sont-ils retrouvés livrés à eux-mêmes sans aucun secours extérieur? Cette semaine-là en Grèce, 66 personnes sont mortes dans les mêmes conditions. Ceux-là ont survécu. Ce lundi 27 août au matin, les pompiers annoncent que Phryxa est le prochain village sur la route des flammes. Une équipe d'Antena 1, la principale chaîne privée du pays, vient filmer l'évacuation des derniers habitants. Fotini Nassou est journaliste. Elle couvre les incendies depuis 5 jours. Comme je voyais que le feu était à 1 kilomètre, je savais que j'avais le temps de faire mon reportage. Je croyais que quand le feu arriverait plus près des zones habitées, les pompiers interviendraient avec tous leurs moyens pour l'éteindre. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il est 12h30, le feu approche. Il n'y a aucun pompier pour organiser l'évacuation. Beaucoup de villageois ont déjà fui, mais certains refusent de partir. Ils veulent sauver leur maison, avec des moyens dérisoires. Mais prenez mes enfants, prenez mes enfants! Faites attention, vous allez rester coincés ici. Où allez-vous avec les enfants? Vous les emmenez où? À quel endroit? On les amène vers la rivière. Vous allez vous réfugier au bord de l'eau. Thanassis Panayotopoulos est chauffeur de taxi. Ce jour-là, lui aussi refuse de partir. Avant d'abandonner le village, tout le monde voulait arroser sa cour. Autour des maisons, on essayait de débarrasser tout ce qui pouvait brûler. Et puis les gens sont partis. Et moi, je suis resté ici. Pourquoi? Pourquoi? Je suis resté, je voulais faire tout ce que je pouvais pour aider mes voisins. Moi, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici. Mes amis, tous mes proches vivent ici. Tous mes souvenirs, tout est ici dans ce village. Toute ma vie est ici. Je ne peux pas trouver les mots pour vous faire comprendre ce que ce village signifie pour moi. Les plus vieux refusent systématiquement de partir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Tout ce que je possède va disparaître. Toute votre vie est ici. On pourra jamais récupérer tout ça. Mais il faut partir quand même. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Mon fils est ici. Allez-vous-en, je vous dis. Allez, rentrez dans la voiture. Une autre villageoise refuse elle aussi de partir. Ekaterina Nikolopoulos a 75 ans. L'incendie approche de sa maison.
Soudain, j'ai vu le feu. Je vis seule ici dans la maison. J'ai des enfants, mais ils vivent à Athènes. Je suis sortie de la maison et j'ai vu un nuage lourd, noir. C'était le feu. C'est à ce moment-là que j'ai pris peur. Alors je suis partie en courant. Une voiture est passée, on m'a demandé où je voulais aller. J'ai dit au terrain de basket. C'est comme ça que je suis arrivée là-haut. Il est 13 heures. 10 habitants ont la même idée. Le sol en béton du terrain de basket qui domine le village devrait les protéger contre l'incendie. Il n'y a aucun secours sur place pour organiser la défense du village, à l'exception d'un bulldozer. Il appartient à un villageois. Dans l'urgence, il vient juste de débroussailler un des côtés du terrain. De leur refuge, les villageois peuvent aussi surveiller l'arrivée des flammes, plus bas dans la vallée. Vassiliki Mikolopoulos est agricultrice. Au loin, ce sont ces champs d'oliviers qui sont en train de brûler. Je venais ici depuis plusieurs jours. On surveillait le feu à tour de rôle. On se relayait toutes les 3 heures pour aller se reposer. D'ici, on domine les vallées tout autour du village. Les gens se précipitent sur moi, affolés. Ils crient « Partez !» Là, je réalise ce qui se passe. Je regarde mon équipe et je leur dis « Moi, je reste ». Ils me disent « Nous aussi ». Les villageois réfugiés sur le terrain de basket commencent à s'inquiéter. Ils espéraient des secours, mais ne voient rien venir. Il n'y a personne pour nous aider, même pas un garde champêtre. Le chauffeur de taxi, lui aussi, se retrouve piégé par l'arrivée des flammes. Il se réfugie sur le terrain de basket. Le vent était bien plus fort que maintenant. En très peu de temps, pas plus d'un quart d'heure, le feu avait déjà traversé par là. En face, après il s'est étendu par là. Il a brûlé tout ça. Et il est monté jusqu'ici. Où est-ce qu'on aurait pu aller? De toute façon, on n'avait pas moyen d'échapper. On aurait brûlé. La jeune femme reporter me demandait de quel côté partir. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'autre sortie. C'est ici qu'on reste et c'est ici qu'on brûle, je lui ai dit. Il est 13h15. Le feu est à moins de 100 mètres. Affolé par les flammes, un homme veut rejoindre sa maison. Où est-ce que tu vas? Et le feu? Mais ne partez pas! Où est-ce que vous allez, grand-père? Le village est en train de brûler. Revenez, monsieur, revenez! C'est finalement le caméraman qui empêche l'homme de retourner vers sa maison. Allez, venez avec moi. Le feu a encerclé le village de Frixa. Nous nous trouvons sur l'aire de jeu des enfants du village, le seul lieu sûr, avec 10 habitants. Il n'y a aucun secours pour combattre le feu. Pas un camion de pompiers n'est venu depuis ce matin. Aucun hélicoptère. On est en train de brûler, putain, on brûle! On est complètement encerclés? Il n'y a aucun moyen de fuir? Le feu nous entoure, on ne peut plus partir. Vraiment aucun moyen de fuir? Il n'y a pas une solution? Non, il n'y en a pas. On est encerclés par 3 feux. Ma maison, mes enfants. Vous avez perdu vos enfants? Je ne sais pas, je ne sais rien. Votre maison est en haut du village? Ici, là-bas, là où ça brûle, là, plus bas, il y a ma maison. Calmez-vous, calmez-vous. J'aurais préféré brûler avec, ça aurait été plus simple comme ça. Ne dites pas de choses pareilles. C'est dramatique de tout perdre.
Ici, je lui dis d'attendre, parce qu'elle voulait aller voir sa maison qui brûlait. Elle me montrait où était sa maison. Moi, ma maison était à côté et je ne voulais pas l'abandonner. J'y habite depuis l'âge de 15 ans, j'ai tout donné pour cette maison. Je ne pouvais pas la laisser dans les flammes. Mais je ne pouvais pas rester non plus. J'aurais brûlé. Il est 13h20, attisé par le vent, les flammes se rapprochent. Encore un autre feu. Par là. Le feu venait de loin. Il y avait beaucoup de bruit, un vrombissement. Les pins s'embrasaient. On criait, on courait dans tous les sens. On a coupé des branches pour taper les flammes. Après, nous avons pris un jet d'eau pour s'asperger, pour ne pas brûler. On était paniqués et on pleurait et on criait. Ce jet d'eau, défense dérisoire, c'est le mari de l'agricultrice qui a eu la bonne idée de l'apporter sur le terrain. Il a installé une pompe et un réservoir à l'arrière de son pick-up. Cours, va éteindre le feu avec le tuyau d'arrosage. J'ai mis en marche la pompe qu'on utilise dans les champs pour asperger tout autour, les gens et les voitures, pour pas qu'ils prennent feu le temps que les flammes passent. Regardez comme les flammes sont immenses. Elles font 30 à 40 mètres. Il n'y avait pas d'oxygène pour respirer. Le soleil avait disparu. Tout était devenu noir. Costas, où est Costas? Costas, c'est l'homme qui est en train d'arroser le terrain, le mari de l'agricultrice. Sa femme effondrée et persuadée d'avoir perdu sa maison. La jeune journaliste criait. Elle pleurait elle aussi. Elle disait « Sauvez-nous, nous sommes en train de brûler ». Elle nous a donné des chiffons mouillés. On les mettait comme ça sur notre visage, comme ça, avec un chiffon mouillé. Sinon on aurait étouffé. On ne pouvait pas respirer. Parce qu'il y avait de la fumée, hein. Pas seulement des flammes, beaucoup de fumée. Ici, c'est l'autre front du feu qui arrive. C'est là que je commence à réaliser que tout autour du ciment, il y a de la terre, que l'endroit où on se trouve peut très facilement s'enflammer. Ici, vous voyez, personne n'arrive, aucun secours. On commence à s'effondrer, on se dit que c'est la fin, qu'on va tous brûler vifs. Vous voyez comme ça souffle fort? On entend tout le temps un vou. Et le feu qui prend tout autour. Malgré tout, la journaliste essaie d'enregistrer des commentaires pour son reportage. Nous sommes entourés par les flammes. On peut à peine respirer. Les flammes approchent dangereusement du terrain de jeu. Sauve-toi, Serge! Parmi les villageois, il y a un enfant. Il s'est réfugié dans la voiture. On criait, on appelait pour un Canadair. Pour un Canadair, oui, pour de l'aide, mais rien. On n'a rien vu venir. Avec la canicule et le vent, ce jour-là, toute la région est en feu. Les pompiers sont dépassés. Beaucoup sont mobilisés plus loin pour sauver le site antique d'Olympie. Un ouragan de feu enveloppe le village de Frixa. Les habitants, ceux qui sont restés, il y en a 10, et notre équipe de télévision, nous demandons désespérément de l'aide. Pas un camion, pas un pompier n'est venu au village. Pas un pompier.
Le seul moyen de communication pour la journaliste, c'est son téléphone portable. Elle réussit à entrer en contact avec un hélicoptère des pompiers. D'un côté, je parle avec le pilote de l'hélicoptère et je lui dis où il doit jeter de l'eau. De l'autre côté, je parle avec ma chaîne et j'appelle au secours. Le pilote ne savait pas où il devait survoler et bombarder l'eau. Et c'est grâce à l'aide des habitants que je lui disais de quel côté se diriger. L'hélicoptère bombardier d'eau arrive enfin. À la surprise des habitants, il asperge un brasier, mais beaucoup trop loin du terrain. L'hélicoptère a visé le cimetière et j'ai crié « C'est les morts que vous voulez éteindre? Ici, on essaye de sauver le village !» À un moment, je me suis senti tellement piégé que j'ai pété un plomb. Je ne savais pas quoi faire. On était tous dans cet état. La flamme, quand vous la voyez arriver sur vous, vous n'auriez pas eu peur? C'est une vague, une véritable vague. Il y avait de très grands arbres. Et nous à côté. Et les arbres venaient sur nous. Vous n'auriez pas eu peur, vous? Nous avons été sauvés par Saint Georges, le protecteur du village. Et notre foi, bien sûr. Après une dizaine de minutes, la vague de feu continue sa route plus loin. Le danger s'est éloigné, mais la fumée persiste. Appelé par la journaliste, un nouvel hélicoptère arrive. Avec le vent, le Super Puma ne peut pas atterrir. Le pilote prend le risque de déposer un sauveteur. Mais une nouvelle fois, les habitants refusent d'être évacués. Finalement, seule l'équipe de télévision accepte de partir. Non, on ne voulait pas partir. On ne voulait pas. Ils insistaient pour nous évacuer, mais les flammes étaient déjà passées, alors pourquoi partir? Mais si ça avait été plus tôt, au plus fort des flammes, je serais partie. Mais à ce moment-là, partir? Mais pour aller où? Les gens ne partaient pas. Tant qu'ils n'avaient pas vu si leur maison avait été sauvée ou détruite, ils refusaient de quitter les lieux. Des villageois qui refusent d'être évacués. La scène s'est répétée des dizaines de fois pendant les incendies. C'est ce qui explique aussi le nombre élevé de victimes. Dans l'hélicoptère, les sauveteurs m'ont dit qu'ils se sentaient inutiles. Ce jour-là, ils en étaient à leur 50e vol. À chaque fois, ils risquaient leur vie, mais lorsqu'ils parvenaient à s'approcher dans la fumée, ils ne récupéraient personne. Pas un seul habitant n'acceptait de les suivre. Il y a 3 jours que la vague de feu a traversé Frixa. Sur le terrain de basket, le calme est revenu. Les alentours du village sont en cendres, mais Frixa a été relativement épargné. 2 maisons détruites, une voiture brûlée, mais aucune victime. L'enfant, choqué, a quitté le village. Il a été envoyé sur Athènes pour être suivi par un psychologue. Ekaterina, la grand-mère, a pu rentrer chez elle. Le feu est passé à 2 mètres de son jardin. Elle n'a plus ni eau ni électricité, mais la maison est intacte. Ce n'est pas un miracle, ça? J'ai quand même été sauvée ici. C'est pas un miracle? Regardez ce qui est passé là. Je n'arrête pas d'y penser. On ne peut pas oublier ça. C'est un cauchemar. Le feu a tourné. Et il est monté tellement haut. Chez les Mykolopoulos, les agriculteurs, on se remet difficilement des longues minutes d'angoisse du terrain de basket. Leur maison aussi a été épargnée. Le feu est arrivé jusque-là. L'arbre a totalement brûlé. Les flammes se sont arrêtées au pied de la maison. C'est ici, et par là. Le feu a fait éclater la réserve d'eau qui alimente la maison. L'eau s'est déversée. C'est pour ça que ça n'a pas brûlé ici. Ma maison sauvée, c'est un miracle. Que les flammes passent au-dessus de ma maison, au-dessus de ma tête, et que je m'en sorte, c'est pas un miracle, ça? Mais si, c'est un miracle, bien sûr. Mais pour le couple d'agriculteurs, les problèmes sont loin d'être terminés.
Voilà. Ça, ce sont nos oliviers, tous brûlés. C'est de ça qu'on vivait. Tout a brûlé. 10 ans avant que ça reparte. Il faut tout replanter. Il y a plus préoccupant encore que les oliviers brûlés. Il reste peu d'arbres pour retenir les terres très sablonneuses de la colline. Désormais, tous redoutent les glissements de terrain. Nous, on est sauvés, mais pas le village. Les premières pluies de l'hiver vont nous surprendre dans notre sommeil et on va dégringoler en même temps que notre maison. On a été épargnés par le feu, on ne le sera pas forcément par les glissements de terrain. Malgré tout, les survivants du terrain de basket savent qu'ils ont eu de la chance. Le feu a été beaucoup plus cruel dans d'autres villages. Ce jour-là, à 15 km, à Artemida, on enterre les victimes de l'incendie. Une grand-mère et ses petits-enfants brûlés en essayant d'échapper aux flammes. À Artemida, les funérailles vont se succéder pendant plusieurs jours. 23 personnes sont mortes ici, un quart des habitants du village. Ceux-là non plus ne voulaient pas quitter leur maison. Lorsque le feu est arrivé, ils n'ont pas trouvé d'endroit où se réfugier. Ici, le terrain de basket est en terre, il a totalement brûlé.